nord-ouest de l'île de Montréal. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec et est diplômée en psychologie, en anthropologie et en droit. Depuis 2003, Janet fait de la recherche sur l'impact des politiques publiques sur la santé et les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés au Canada. Elle a étudié l'effet de la détention liée à l'immigration sur la santé psychologique des demandeurs d'asile. Elle est co-chercheure et coordonnatrice nationale d'un projet de recherche IRSC sur l'impact des changements au programme fédéral de santé intérimaire sur l'accès aux soins de santé pour les demandeurs d'asile, ainsi que co-chercheur pour un projet de recherche IRSC sur l'intégration et la santé mentale des réfugiés réinstallés. Alors, le webinaire se déroulera comme suit. Mme Cleveland présentera la situation et les défis d'accès aux soins des demandeurs d'asile et d'autres migrants, ainsi que les conséquences de ces défis sur la santé mentale de ceux-ci. Elle démontrera que sans des mesures systémiques visant à favoriser des pratiques axées sur l'accueil, le droit d'accès aux soins de cette population risque de rester très théorique. Alors, je vais le Dr Cleveland présentera pendant à peu près entre 20 et 25 minutes dans cet ordre de grandeur-là. Je vais ensuite partir la discussion avec un commentaire ou une série de questions et nous tiendrons ensuite une période d'échange avec l'audience. Je vous invite donc à écrire dès que vous le voudrez vos questions dans la section conversation qui est située à droite de votre écran. Je vous invite également à inscrire dans le module conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Pour la suite des choses, vous trouverez le document, donc la présentation du Dr Cleveland, dans l'encadré partage de fichiers qui est à votre écran. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre conférencière, Janet Cleveland. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais présenter sur la question de l'écart entre le droit et l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et petit problème On entend. ici. Donc pour essentiellement, je vais commencer avec une mise en contexte historique sur la migration, pour ensuite parler brièvement des définitions de ce que c'est un réfugié, un demandeur d'asile. Ensuite, présenter un petit portrait de l'accès aux soins des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et finalement, l'accès aux soins pour les personnes sans statut de façon plus large. Donc, depuis toujours, depuis enfin au moins 65 000 ans, les êtres humains sont une espèce migratoire. On a quitté l'Afrique, donc, à peu près il y a 65 000 ans, pour se disperser partout sur la planète. L'Europe, l'Asie, l'Australie, les Amériques. Et donc, les Amériques, les Autochtones sont ici depuis environ 18 000 ans. Mais pour les autres, nous sommes ici pour moins de 500 ans. Donc, finalement, nous sommes des immigrants relativement récents, à moins d'être autochtones. Le contrôle de la migration, par contre, c'est beaucoup plus récent. C'est-à-dire, donc, depuis toujours, les gens se sont promenés à travers la planète, mais ce n'est que vers la fin du 19e siècle qu'il y a les premières lois qui viennent contrôler la migration. Premières lois à la fin du 19e siècle qui sont axées sur la volonté d'exclure ceux qu'on considérait comme des indésirables, bon, des criminels, des terroristes, des filles mères, des prostituées, mais aussi et surtout des personnes de certains groupes ethniques. Et ça a continué jusqu'à récemment, finalement, jusqu'au milieu du 20e siècle. Mais aussi, vers le début 20e, on commence à voir plus quelque chose qui est de l'ordre de la régulation de la migration. Donc, on sélectionne les gens qu'on souhaite avoir comme immigrants. Et avec tout notre système disons, moderne de passeport, de visa, etc., qui émerge. Mais de façon un peu paradoxale, en faisant ça, en adoptant des lois sur la migration, en fait, on crée la notion du migrant illégal, donc la personne qui entre dans un pays sans avoir l'autorisation préalable de ce pays-là, sans être sélectionné et catégorisé comme étant illégal dans la plupart des cas. Sauf finalement, la seule exception vraiment, ce sont les réfugiés, les demandeurs d'asile, qui depuis l'adoption de la Convention sur les réfugiés en 1951 et qui est adoptée par à peu près tous les pays sur la planète, dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, la personne qui est
persécuté, qui était en danger, qui serait en danger s'il était renvoyé dans son pays d'origine en raison de son ethnicité, sa religion, ses opinions politiques et un certain nombre d'autres facteurs, dans ce cas-là, l'État ne peut pas l'exclure, ne peut pas le renvoyer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement pour protection des droits de la personne. En même temps, ça n'inclut pas malheureusement des personnes qui sont affectées par des catastrophes naturelles, ce qui inclut de plus en plus les effets des changements climatiques. Ça n'inclut pas les gens qui fuient la famine, la pauvreté. Et donc, ces personnes-là, s'ils ne sont pas sélectionnés ou choisis, préautorisés, risquent de se voir dans la catégorie des migrants dits illégaux. Problème majeur qui est loin d'être réglé. De façon générale, actuellement, les réfugiés, les demandeurs d'asile, il y en a environ 65 millions au niveau planétaire, donc des personnes plus largement déplacées par la guerre ou la persécution. Certains à l'intérieur de leur pays, beaucoup d'autres qui sont en dehors de leur pays. Par exemple, ça inclut 5 millions de Syriens qui sont des réfugiés. Des demandeurs d'asile qui, eux, ne sont pas encore reconnus comme réfugiés, mais qui cherchent le statut de réfugié. Et les pays d'accueil, 86% des pays d'accueil sont des pays à revenus faibles ou moyens. En général, c'est les pays frontaliers. Donc, la vaste majorité des réfugiés sont accueillis par des pays qui n'en ont vraiment pas les moyens. Autre problème majeur. Si vous regardez cette image, vous pouvez vous dire, ces images qui ont été prises au début du mois d'octobre 2016, vous pouvez peut-être vous imaginer qu'il s'agit de réfugiés, parce qu'on a vu beaucoup de réfugiés, malheureusement, de façon dramatique, qui étaient dans cette situation-là. Ce sont des images prises au large de la Libye, en Méditerranée. Et je vous ai épargné les cadavres, les morts. Mais en fait, ces personnes sont, dans beaucoup de cas, des gens qui fuient surtout la pauvreté, la famine, les difficultés économiques, et donc qui ne seraient probablement même pas considérés comme des réfugiés, si tant est qu'ils peuvent se rendre en Europe comme ils le cherchent à le faire, puisque depuis les 2 dernières années, il y a eu près de 8 000 années des gens qui étaient suffisamment désespérés, soit en raison de persécution, de guerre, de violence, ou encore pour des raisons d'avantages économiques pour essayer de traverser vers l'Europe. Pour revenir maintenant aux réfugiés au Canada, donc on a essentiellement 2 groupes de réfugiés. On a les réfugiés sélectionnés à l'étranger, eux on a aussi des réfugiés réinstallés, qui sont reconnus comme des réfugiés avant l'arrivée. Il y a tout un processus de sélection par les Nations unies et ensuite par le Canada, qui sont des résidents permanents dès le moment où ils arrivent. Et il y a 2 catégories, soit en charge par l'État, ce qui signifie qu'ils sont insouciants du gouvernement fédéral et qui va être dans les premiers 12 mois après, ou encore parrainés par la collectivité. On a dit aussi parrainage privé. Donc, ça peut être par des groupes de 2, 3, 4, 5 individus. Ça peut être par des groupes caritatifs, des églises aussi. Et dans ce cas-là, les parrains doivent soutenir financièrement les réfugiés pendant les premiers 12 mois. L'autre groupe principal, ce sont les demandeurs d'asile. Donc, eux arrivent à l'autorisation préalable par leur et doivent subir tout un processus quasi-judiciaire, avoir une audience devant la commission d'immigration du statut de réfugié, doivent prouver en fait qu'ils seraient en danger s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Par contre, ils ont un statut légal pendant toute cette période-là, ont le droit légal de demeurer au Canada pendant toutes les procédures et ont accès à un certain nombre de services, dont l'aide sociale, permis de travail, et ce qui nous concerne plus directement aujourd'hui, le programme fédéral de santé primaire, donc le programme qui couvre les soins de santé.
Le PFSI a changé de façon importante depuis le mois d'avril 2016 avec le nouveau gouvernement fédéral. Il y avait eu des coupures par l'ancien gouvernement Harper en 2012. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais ce qui est important de retenir pour nos fins d'aujourd'hui, c'est que pour les réfugiés sélectionnés, eux, ils ont droit à la carte RAMQ dès l'arrivée. Il n'y a aucune période d'attente, aucune période de carence. Et ils ont aussi le PFSI pendant les premiers 12 mois pour ce qui est des médicaments et autres services. Les demandeurs d'asile, incluant les demandeurs d'asile qui ont été refusés, ont également une couverture, exactement la même couverture PFSI pleine et entière, jusqu'à ce qu'ils soient soit acceptés comme réfugiés ou encore en cas de rejet de leur demande d'asile jusqu'à la date de leur déportation. Et le PFSI maintenant couvre quand même beaucoup de choses. Pour les soins médicaux, c'est pour l'essentiel identique à la couverture RAMQ. Pour les médicaments, identique à la couverture de l'aide sociale. La santé mentale, c'est particulièrement intéressant dans le sens que ça couvre jusqu'à 20 séances de psychothérapie et aussi les frais d'interprète pendant toute la psychothérapie de 20 séances ou encore s'il y a des soins psychiatriques qui sont nécessaires. Ça couvre également un certain nombre d'autres services, soins dentaires, examen de la vue, lunettes, etc. Donc, a priori, c'est quand même un programme, une couverture qui est très intéressante, qui devrait faire en sorte que les demandeurs d'asile et les réfugiés n'aient pas de problème d'accès aux soins de santé. Mais la réalité est autre. Et ce qu'on constate, c'est qu'il reste encore beaucoup d'obstacles pour l'accès aux soins. Et en fait, l'obstacle le plus important, c'est au niveau du fait que les professionnels de la santé, notamment les médecins, doivent s'inscrire comme fournisseurs de services PFSI. Donc, c'est vrai aussi pour la RAMQ, remarquez. Les médecins doivent être inscrits à la RAMQ pour fournir des services et pouvoir facturer la RAMQ. Mais 99,99% des médecins, bien sûr, sont inscrits à la RAMQ. Par contre, le PFSI, seulement une minorité des professionnels de la santé, d'abord, probablement sont au courant même qui devraient s'inscrire, et certainement moins de la moitié sont inscrits, même à Montréal. Et pour différentes raisons, c'est peu connu, c'est une petite population potentielle. Et surtout, il y a eu des problèmes dans les dernières années. Donc, le remboursement est perçu comme étant incertain. Les gens ne connaissent pas la paperasse, la procédure, la bureaucratie. Donc, mais ce que ça signifie en pratique, c'est que donc vous avez, disons, un demandeur d'asile qui a son papier PFSI, qui se présente dans sa clinique médicale de quartier et a au moins une chance sur deux de se faire dire ah non, si vous voulez voir le médecin, il faut payer 60 $, 80 $, 100 $. Dans le cas de spécialistes, mettons la personne réussit à voir un médecin généraliste et est référé pour voir un spécialiste, disons un ophtalmologiste, dans un hôpital, il y a de très fortes chances qu'il se fasse dire non, on ne vous reçoit pas, le spécialiste ne vous verra pas, à moins que vous payiez. Les spécialistes, là, les frais sont encore plus élevés. Et bien sûr, le demandeur d'asile n'est pas nécessairement au courant qu'il se dit bah, peut-être que c'est vrai qu'il faut payer en plus. Et donc, les professionnels, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas inscrits comme des fournisseurs de services PFSI, ils ont effectivement légalement le droit d'exiger d'être payés ou de refuser de donner des services, à moins que ce soit nécessaire pour préserver la vie de façon urgente. Mais autrement, ils ont le droit de dire non et de demander d'être payés. Nous avons fait une étude sur l'accès des demandeurs d'asile aux soins de santé. C'est une grosse étude dirigée par Cécile Rousseau avec beaucoup d'autres chercheurs. Un des volets portait plus spécifiquement, il y a eu des entrevues réalisées avec des demandeurs d'asile par Liana Chase, qui était responsable de ce volet-là. Et même si ça a été fait avant les changements au PFSI, on sait que malheureusement, il y a beaucoup la même situation qui prévaut encore maintenant. Alors,
Ce que nous avons constaté, je vais vous présenter simplement une partie des résultats. Donc, on a constaté, bien sûr, que les demandeurs d'asile vivaient énormément de stress, que ceux qui avaient dû payer, souvent, ça faisait en sorte qu'ils étaient incapables de payer leur loyer ou de s'acheter de la nourriture ce mois-là s'ils avaient payé des frais de 50, 60, 100, 200 dollars pour avoir des services, des soins médicaux auxquels ils avaient par ailleurs droit, qu'ils avaient le droit de recevoir gratuitement, mais qui n'ont pas pu exercer ce droit. Mais ce dont je voudrais vous parler plus spécifiquement, c'est l'impact, disons, qu'on pourrait appeler psychosocial au niveau du sentiment d'exclusion. Et ce sont des citations de ce que les gens qu'on a interviewés nous ont dit. Et pour eux, ce que ça leur faisait sentir, c'est comme de ne pas être partie de la société. Une autre qui a dû payer dans sa clinique de quartier devant les gens, elle dit, elle s'est sentie beaucoup humiliée dans sa dignité. Et c'était devant des gens, elle dit, des gens de mon quartier, il y en a certains qui me connaissaient et moi, je n'étais pas traitée pas comme les autres. Euh, Sentiment d'être différent, de ne pas avoir les mêmes droits. Euh, et un qui me dit, si on trouve un chien dans la rue, on va pas le laisser souffrir. Mais les êtres humains, on dirait que c'est pas si évident. Donc, vraiment des réactions assez fortes. Et je vous rappelle, donc, c'est des gens, je parle même pas pour l'instant des personnes sans statut ou des gens sans couverture, ce sont des gens qui avaient à ce moment-là une couverture et qui avaient en principe droit à des soins gratuits. Euh, et pour beaucoup d'entre eux, bien sûr, c'est des gens qui vont être acceptés éventuellement comme réfugiés et plus tard devenir des citoyens. Donc, dans les enjeux, disons, d'ordre éthique plus large que ça soulève, il y a vraiment, je pense, il y a une question au niveau de la liberté individuelle des professionnels de s'inscrire ou non au régime du PFSI, puisque d'un côté, vous avez donc des gens qui, demandeurs d'asile ou réfugiés, qui ont un droit, qui ont une couverture, mais qui parviennent difficilement à exercer ce droit, avec toutes sortes de conséquences au niveau physique, financier et psychosocial. Et de l'autre, le fait qu'en principe, les professionnels ont une liberté de choix à ce niveau-là. Je n'ai pas de réponse, je pose simplement la question, mais je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Une des médecins de notre équipe avait suggéré que peut-être au moins au niveau des établissements publics, les hôpitaux, les CLSC, est-ce qu'il serait possible d'en faire une exigence pour pouvoir exercer en établissement, de dire, vous devez, comme professionnel, vous inscrire au PFSI? Ça me semble assez raisonnable et à ce moment-là, si les établissements donnent un soutien pour l'inscription, pour aider avec la protection, pour que la personne, le professionnel puisse se débrouiller. Mais les établissements, je pense, ont quand même une responsabilité d'offrir des soins à tout le moins aux personnes qui ont une couverture d'assurance. Et finalement, une dernière question, c'est de toute façon certain qu'il y a besoin de faire une campagne d'information beaucoup plus large auprès des professionnels de santé, idéalement de simplifier le système et éventuellement ça implique d'avoir un dialogue plus soutenu entre les niveaux de gouvernement fédéral et provincial, puisque c'est le fédéral qui finance ce programme-là, mais le système de santé, lui, est provincial. Donc, enjeu que je lance simplement pour discussion, pour réflexion. Je voudrais terminer en parlant des personnes sans statut migratoire, sans papier, euh, et parce qu'eux sont dans une situation encore beaucoup plus dramatique. Pour la vaste majorité, ce sont des gens qui sont rentrés au Canada de façon tout à fait légale. Soit ils ont fait une demande d'asile qui a été rejetée et ils sont restés ici après leur ordonnance de déportation. Ou encore ils sont rentrés avec un visa temporaire d'étudiants, de travailleurs, de visiteurs et sont restés au-delà de l'expiration de leur visa. Beaucoup d'entre eux sont en processus de régularisation. Par exemple, les gens qui ont un enfant canadien souvent vont demander la résidence permanente pour motif humanitaire et souvent c'est accordé, mais ça peut être très long, ça peut durer plusieurs années. Et pendant tout ce temps-là, ces personnes-là n'ont aucune couverture des soins de santé, même en cas d'urgence.
il n'y a non plus aucune limite aux frais qui peuvent être chargés par les professionnels de la santé et par les établissements. Et plus que ça, le taux suggéré par le ministère de la Santé, c'est de charger 3 fois ce qui pourrait être réclamé à la RAMQ. Donc, les personnes sans statut se trouvent avec des factures qui peuvent être extrêmement élevées, surtout s'il y a un besoin d'hospitalisation. Par exemple, les femmes qui accouchent, on leur demande de payer entre 10 à 15 000 pour l'accouchement. Donc, après, bien sûr, parce qu'on ne peut pas refuser que la personne puisse accoucher si c'est considéré comme une urgence, mais elle se retrouve donc avec une dette de l'ordre de 10 à 15 000 ce qui est gigantesque comme dette. Et ce que ça entraîne, entre autres, pour les femmes enceintes, sans statut, c'est souvent elles ne vont pas faire de suivi prénatal. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, ce cas qui est sorti dans les journaux en 2013 d'une femme sans statut qui était venue comme demandeur d'asile du Honduras, ça avait été rejeté. Elle s'est mariée avec quelqu'un dans son église. Son mari a demandé le parrainage, mais c'était pas encore accepté. Et elle tombe enceinte. Euh, on lui dit quand elle consulte que ça coûterait 700 pour chaque consultation. Donc, elle décide de ne pas avoir de suivi prénatal. Malheureusement, elle développe une prééclampsie, donc très haute pression, et se rend à l'hôpital seulement en urgence. Euh, et à ce moment-là, elle perd le bébé. Elle a en plus des dommages au niveau des reins et du foie et se retrouve à l'hôpital pendant 10 jours et donc avec une facture ultime de 40 000 et pas de bébé. Donc, pour les personnes sans statut, je pense qu'il y a des pistes de réflexion essentielles. Enfin, la piste de réflexion globale qui est est-ce qu'on doit offrir, est-ce que les personnes doivent avoir droit à au moins certains soins de santé sans égard à leur statut migratoire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est prévu dans plusieurs conventions internationales dont le Canada est signataire, notamment la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Mais aussi, on sait que les CLSC ont un mandat populationnel. A priori, ils doivent offrir des services à tous ceux qui habitent sur leur territoire, mais en fait, ça ne semble pas englober les soins médicaux, curieusement. Mais quand même, il y a vraiment, je pense, une réflexion à avoir sur ce mandat-là du côté des CLSC. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir accès au moins à certains soins? Et on a des modèles dans d'autres pays où il y a au minimum soit accès aux soins d'urgence ou encore soins pour les enfants et les femmes enceintes. Et dans beaucoup de cas aussi, couverture de la vaccination et d'autres mesures de santé publique. Donc, sans égard au statut migratoire et sans égard au fait que la personne ait ou non une assurance santé. Donc, encore là, des pistes de réflexion que je lance et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Jeannette. Je vais laisser un peu le temps aux gens de décanter et de réfléchir aux questions. Il y a plein de commentaires et de questions qui viennent à l'esprit. Je vais peut-être lancer 3 pistes de discussion que Jeannette pourra reprendre au bon ou non selon son désir. On pourra, dépendant du nombre de questions, aussi passer directement aux questions. Je voudrais remonter au tout début du questionnement ou de la catégorisation que Jeannette nous a offerte sur les différents statuts et les différentes causes qui peuvent amener une personne à demander le statut de réfugié ou de se présenter comme demandeur d'asile aux frontières canadiennes. Une chose que Janet a indiquée est que ce qu'on appelle les catastrophes naturelles ne comptent pas parmi les motifs qui pourraient mener à ce que quelqu'un fasse une demande de réfugié. Et bon, dans un certain sens, j'imagine que la logique est la suivante. Une catastrophe naturelle est un événement ponctuel. Il y a un tsunami ou il y a un tremblement de terre et il y a un début et une fin. Bon, je dis ça, je ne le dis pas en mon propre nom, je dis que je peux imaginer que ce soit la logique qui soit employée pour distinguer, disons, une catastrophe naturelle d'une cause, disons, d'injustice ou mais je me demande s'il y a une réflexion qui est en train de se faire sur ce que vous avez évoqué vous-même, c'est-à-dire
la catastrophe naturelle qui est premièrement engendrée par l'activité humaine et qui deuxièmement entraînera des catastrophes entre guillemets naturelles permanentes liées donc au réchauffement climatique et à la désertification ou à l'engloutissement de certaines régions qui feront de sorte que certaines régions ne seront tout simplement pas habitables. Du point de vue de l'éthique, il semblerait qu'il y a là une sorte de, même si on acceptait pour les fins de l'argument qu'une catastrophe naturelle telle qu'on les a conçues au départ, c'était quelque chose qui avait un début et une fin. Là, maintenant, il y a comme une nouvelle catégorie d'événements qui se produit, qui va produire des quantités de réfugiés considérables, qui est déjà en train de le faire. Et il faudrait, je pense qu'il y a une réflexion là-dessus. Je me demandais si, dans le monde, disons, du droit des réfugiés, on commence à réfléchir au caractère inadéquat disons, des catégories traditionnelles pour penser cette nouvelle catégorie de réfugiés qui sera sans doute la catégorie, sinon la plus importante, une des plus importantes dans les années à venir. Alors, je vous vois hocher de la tête, Jeannette, je vais peut-être m'arrêter pour vous laisser réagir avant de passer peut-être à l'autre commentaire que j'aurais envie de lancer. Avant, je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'émerger, donc avant peut-être de laisser la place à notre audience, donc à notre auditoire. Oui, en fait, juste pour répondre tout de suite sur cette question-là, en fait, la définition de ce que c'est un réfugié, c'est pour des raisons purement historiques. Donc, ça a été dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, donc signé en 1951, mais en fait, ça a été pour répondre à la situation où il y avait en Europe des gens qui avaient été déplacés par la guerre et qui ne voulaient pas retourner dans leur pays d'origine parce il y avait encore des enjeux euh, de danger, entre autres la population juive, mais d'autres populations aussi qui étaient sujettes à persécution dans leur pays d'origine. Et c'est vraiment pour ça que ça a été défini dans cette optique-là en 1951. Initialement, c'était uniquement, ça s'appliquait seulement en Europe. C'est seulement dans les années 60 que ça a été élargi pour des gens venant de d'autres pays, de d'autres continents. Um, mais le problème, en fait, et on n'a jamais voulu inclure, l'élargir, enfin, c'est-à-dire beaucoup d'États se sont opposés à l'élargir parce que les États aiment bien garder le contrôle sur qui rentre sur leur territoire. Le problème maintenant, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur la nécessité d'élargir pour inclure à tout le moins les personnes qui seraient affectées par les changements climatiques, mais on est très hésitant à essayer de renégocier parce que les gens ne veulent pas perdre ce qui est déjà là et on est dans un contexte de plus en plus, malheureusement, où il y a de plus en plus de problèmes de xénophobie, de méfiance face à l'étranger, de méfiance énorme face aux réfugiés. Donc, c'est un peu ça qui vient bloquer de nouvelles négociations pour élargir la notion de réfugié. D'accord, merci. L'autre question, je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas aussi bien, disons, le détail bureaucratique, administratif et légal, la chose qui m'a étonné, qui m'a fait sursauter, c'est la difficulté. Bon, on peut débattre, disons, du caractère éthique de refuser des soins de santé à des gens qui ont, par exemple, qui ne sont plus en règle, en quelque sorte, qui ont dépassé le temps de leur visa, ou etc. Je pense encore une fois qu'il y a quelque chose à propos des soins de santé qui ne devrait pas dépendre de son statut légal. Le fait de se trouver sur un territoire fait en sorte qu'une personne devrait avoir le droit. Mais disons, on peut imaginer, on peut comprendre du point de vue de l'État le genre d'état d'esprit qui pourrait mener à ce qu'une personne qui n'est pas en règle se voit, disons, nier les soins de santé, du moins au même titre que les résidents, les citoyens et les réfugiés qui sont en règle. Ce qui m'a étonné, c'est, disons, cette espèce de droit de retrait qu'auraient les médecins, euh, qui me semble difficile à justifier. Donc, pour résumer la situation, pour qu'un médecin puisse avoir accès à des patients qui sont des réfugiés en règle, il ou elle doit s'inscrire donc à un programme qui est un programme du gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Exactement. Et ce qu'on trouve, c'est que, et c'est quelque chose qui est endémique dans n'importe quel programme qui est, et vous m'excuserez l'anglicisme, un opt-in plutôt qu'un opt-out, les gens n'ont pas nécessairement longuement réfléchi à la question de savoir s'ils veulent ou non être disponibles pour des patients qui sont des réfugiés. On omet tout simplement de signer le formulaire, de remplir le formulaire, des formulaires qui prennent souvent beaucoup de
temps, on sait à quel point nos médecins passent trop de leur temps déjà dans des méandres bureaucratiques et administratifs. Euh, donc, alors, il y a de deux choses l'une. Soit c'est quelque chose comme tout simplement un effet pervers non voulu, non intentionnel d'un système qui a peut-être sa rationalité bureaucratique, en quel cas, ben, une fois qu'on voit un peu quel en est le résultat, on le change. Il y a beaucoup de pays qui, par exemple, pour prendre une analogie qui ne vaut que pour ce point-là, quand on voit à quel point le opt-in est problématique pour, par exemple, le prélèvement d'organes, ben, on change pour un opt-out. Hein. Si vous n'avez pas signé le petit carton, on prend pour acquis que vous acceptez que vos organes soient prélevés si vous mourrez dans un accident, par exemple. Alors, si on voit la difficulté ou le problème, l'effet pervers engendré par un système et qu'on ne l'a pas voulu, on le change. Ce qui me fait penser que si on ne l'a pas changé, c'est que c'est voulu. C'est-à-dire qu'on veut donner aux médecins une marge de manœuvre. Mais c'est une marge de manœuvre qui est étonnante parce que si je compare les autres droits de retrait que les médecins ont, ça va être souvent pour des questions de conscience. Hein. On ne va pas faire tel ou tel traitement parce qu'on s'y objecte pour des raisons de conscience, que l'on pense à certaines procédures de procréation assistée ou la mort médicalement assistée. Alors que là, est-ce que c'est tout simplement, disons, est-ce que le rationnel, la raison d'être donc de cette barrière bureaucratique est tout simplement parce qu'on reconnaît qu'il y aura peut-être un fardeau additionnel sur les épaules des médecins et qu'on est plus intéressé par, disons, les intérêts des médecins que par ceux des immigrants. Vous voyez, donc, j'ai du mal à me représenter, à comprendre pourquoi ce qui est de toute évidence une barrière dysfonctionnelle d'un certain point de vue est maintenue. C'est-à-dire qu'en fait, encore là, c'est beaucoup pour des raisons historiques. C'est-à-dire que dans les années 60-70, quand on a introduit l'assurance santé disons, universelle, disons, la RAMQ au Québec, ce qui a été négocié avec les médecins, c'est que les médecins étaient demeurés des professionnels de santé autonomes. Et c'est un système, ils ne sont pas des employés de l'État, contrairement à certains autres pays. C'est un système où ils facturent, mais ils restent autonomes. Comme je disais tout à l'heure, les médecins doivent s'inscrire à la RAMQ. Donc, mais presque tous les médecins à toute la pratique s'inscrivent à la RAMQ, on ne se pose même pas la question. Mais c'est le même principe pour le PFSI. Les médecins disons, et les autres professionnels de la santé doivent s'inscrire pour pouvoir facturer. Et parce que c'est une petite population, on parle au Québec, c'est quoi? C'est peut-être 20 000 personnes en tout et partout, la majorité à Montréal. Je connais plein de médecins extrêmement généreux, extrêmement pro-réfugiés, qui, qui n'étaient pas, en tout cas jusqu'à récemment, inscrits eux-mêmes au PFSI, simplement parce qu'ils me disaient, écoutez, si j'en vois un par mois, c'est le maximum. Je veux dire, c'est même pas la peine de m'inscrire. Des fois, il y a plein de médecins qui aiment mieux voir gratuitement les réfugiés ou c'est trop de trouble. Mais en fait, donc, c'est un peu, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aussi donner un soutien plus systémique euh, aux professionnels de la santé pour les aider à s'inscrire, à devenir, faire partie de ce programme-là et de faire une campagne d'information là-dessus. Euh, autre petite question, mais qui reste importante, pour les médecins, les personnes qui n'ont pas la carte RAMQ ne sont pas reconnues dans leur quota, dans leur caseload. Donc, maintenant, surtout avec les CLSC qui vont de plus en plus vers un système de GMF, où le médecin doit avoir, je ne sais pas combien, 500 patients ou whatever, les gens avec PFSI ne comptent pas là-dedans. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas une incitation à en voir de façon régulière. Alors, nous avons un nombre de questions qui nous sont posées par les participants. Je vais vous les lire. Celles qui sont posées en anglais, je vais les traduire pour que tout le monde qui est branché puisse comprendre. Alors, la première question nous vient de Juan Carlos Luis Chirwin, qui nous dit que la Croix Bleue est la méthode pour que les médecins puissent facturer les demandeurs d'asile, disons, au niveau canadien. Cependant, le nouveau modèle québécois basé sur les GMF qui est basé sur des patients donc, qui sont enregistrés à la RAMQ, finit par
punir ou par pénaliser les médecins qui donnent des services aux demandeurs d'asile en vertu donc, du critère notamment d'assiduité. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème pour les cliniciens québécois qui désirent traiter les demandeurs d'asile? Oui, justement, Juan Carlos, que je connais bien, m'a Ah, conscientisé beaucoup à cet enjeu-là. Euh, et effectivement, je dois dire que je ne sais pas comment, je pense que les professionnels de la santé, et principalement les médecins qui, qui sont préoccupés par l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, on va devoir se concerter pour faire des représentations auprès de la RAMQ, auprès du ministère de la Santé, pour que ces personnes-là soient reconnues. Parce qu'effectivement, il a tout à fait raison de dire, sinon, les médecins qui veulent faire cet effort-là sont en fait pénalisés puisque leur travail n'est pas comptabilisé. Et d'autant plus qu'on sait que c'est quand même des patients souvent qui demandent plus de temps que la moyenne des patients, souvent parce qu'on va travailler avec des interprètes, parce que c'est des cas souvent un peu complexes, des gens récemment arrivés. Donc, raison de plus, il faudrait les compter au moins autant qu'un patient qui a la carte RAMQ, qui est natif du Québec. alors, je continue à liste des questions. Je vais poser une autre question qui nous est posée par Juan Carlos Luis Chirwin, mais je crois que nous aurons le temps de passer à travers toutes les questions. Cette question a trait aux besoins de santé mentale des demandeurs d'asile qui doivent attendre le plus souvent plus de 3 ans et parfois jusqu'à 10 ans pour que le processus, disons, entre la première demande, les appels, etc., ce qui crée, en plus évidemment, des causes de traumas psychologiques qu'ils peuvent avoir eu et qui occasionnent leur arrivée comme demandeur d'asile au Canada. Le simple fait d'avoir à passer tant d'années, tant de temps dans ce processus qui est très distressing psychologiquement, va créer donc une demande peut-être encore plus forte ou un besoin encore plus fort que pour la population normale en matière de soins de santé. Alors, le docteur Juan Carlos Luis Sherwin demande, à part Rivo, est-ce qu'il y a un réseau de soins de santé mentale au Québec auquel les demandeurs d'asile peuvent faire appel pour répondre à leurs besoins, donc occasionnés par le processus lui-même? Donc, il faut dire que maintenant, depuis une couple d'années, les demandeurs d'asile, le processus est de plus en plus rapide. En fait, c'est même un peu le problème inverse qui se pose parce que le traitement maintenant est super accéléré. Ça se fait en dedans de quelques mois. Donc, des fois, les gens ont des problèmes pour bien préparer leur cause, y inclus pour avoir, par exemple, une expertise psychologique pour appuyer leur demande d'asile dans certains cas. Mais donc, il y a d'autres types de stress qui rentrent en ligne de compte, mais il reste que de façon générale, c'est clair que c'est une population qui a énormément de stress vécu. D'abord, c'est une population qui a une très grande exposition à des traumas avant d'arriver, la violence, la guerre, de toutes les sortes de violences, arrivent ici et doivent trouver qui doivent être acceptés comme réfugiés, trouver une place pour se loger, se débrouiller financièrement, etc., etc., s'intégrer dans un nouveau pays, apprendre la langue dans certains cas. Donc, euh, il y a, pour répondre plus directement à la question, effectivement, il y a le RIVO, donc le réseau d'intervention auprès des victimes de violences organisées, euh, un regroupement de psychologues qui a une expertise particulière dans ce domaine-là et qui font un travail tout à fait formidable. Mais je pense qu'il reste important encore là, puisqu'il y a une couverture quand même jusqu'à 20 séances de psychothérapie pour tous les demandeurs d'asile et tous les réfugiés payés par le programme PFSI, par le gouvernement fédéral, il faut aussi s'assurer qu'il y a de plus en plus de psychologues dans les CLSC, dans le domaine privé aussi, qui s'inscrivent au PFSI et qui acceptent ces patients-là avec peut-être éventuellement une formation ou un appui de groupes comme le RIVO qui ont déjà une expertise, mais encore là, ce serait intéressant d'élargir le réseau. Alors, nous avons une question qui nous vient d'Isabelle Brault, qui est une question peut-être plus de nature juridique. Alors, Mme Brault note que dans les conditions de transfert d'argent de fédéral ou provincial pour les
donc la loi sur la santé du Canada, exige parmi les 5 conditions pour les transferts l'admissibilité aux soins de santé de toutes les personnes. Et Mme Brault se pose la question de savoir pourquoi les enfants nés même de personnes sans statut, mais qui en vertu du droit du sol, les enfants eux-mêmes ont la citoyenneté canadienne, pourquoi n'ont-ils pas accès à la RAMQ? Est-ce que ce ne serait pas en fait illégal de nier à une personne qui, du fait du droit du sol, a le statut de citoyen canadien? C'est une excellente question. D'ailleurs, c'est ça, je n'avais pas eu le temps de mentionner tout à l'heure, mais elle a parfaitement raison de dire que les enfants qui sont nés au Canada, donc qui sont des citoyens canadiens, si leurs parents sont des migrants sans statut au moment de la naissance, l'enfant n'aura pas droit à la RAMQ jusqu'à l'âge de 18 ans, alors que c'est un citoyen canadien. Donc, ça fait vraiment une citoyenneté de deuxième classe de façon évidente. Il y a un médecin du monde qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui est en train d'envisager la possibilité de lancer un recours juridique de type déclaratoire sur cet enjeu-là très précis. Et je pense qu'on va avoir plus de nouvelles là-dessus dans l'année qui s'en vient, parce qu'effectivement, il y a, je pense, des arguments très solides pour dire que ce n'est pas légal. Ce n'est certainement pas acceptable. Une question qui, alors très générale et qui montre en quelque sorte tout à fait en amont de toute la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Dokan Ozdemir, j'espère d'ailleurs que je prononce bien les noms. Au fond, pourquoi est-ce que le Canada prend moins de réfugiés que les pays européens? Pas nécessairement une question qui... C'est-à-dire qu'en fait, le Canada, disons, par rapport à sa population, a quand même un nombre relativement élevé de réfugiés, disons, sélectionnés. C'est encore beaucoup trop faible, mais quand même, à ce niveau-là, c'est comparable ou mieux que beaucoup de pays européens. En fait, ce qui arrive en Europe, c'est que les gens peuvent tout simplement plus facilement se rendre surtout par la voie terrestre, mais parfois en traversant la Méditerranée, alors que pour se rendre au Canada, en pratique, il faut venir par avion. Donc, ça limite tout simplement pour des raisons géographiques le nombre de réfugiés qui peuvent facilement se rendre ici, ou de demandeurs d'asile. Maintenant, si on regarde l'Europe, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, ou de pays qui font beaucoup qui dramatisent beaucoup l'arrivée des réfugiés depuis les derniers 2-3 ans. Mais on parle d'environ peut-être 1 million de réfugiés par année sur un continent européen qui compte à peu près 500 millions d'habitants. Et pourtant, c'est vu comme une espèce de quasi d'invasion, et on le présente de façon très, très épeurante et ainsi de suite. Mais c'est clair que le Canada, tout comme beaucoup de pays européens, pourrait en faire beaucoup plus. Mais d'abord pour faire venir des réfugiés, mais aussi pour assurer leur intégration, assurer des services, assurer que les personnes s'établissent correctement ici. Et ça, c'est un gros travail qui est loin d'être fait. Et c'est ça qu'il va falloir travailler ensemble dans les années qui on pourrait beaucoup continuer à parler de cette question qui m'interpelle également, mais je veux m'assurer que dans les 15 minutes qui nous restent à peu près, nous passions à travers toutes les questions qui ont été posées. Donc, un commentaire, commentaire qui est suivi d'une question de Mélanie Gaudreau. Mme Gaudreau nous dit qu'elle travaille dans une clinique qui intervient auprès de réfugiés et demandeurs d'asile et qui réfère souvent des gens à des fournisseurs de santé, par exemple pour des soins dentaires ou pour des optométristes, que ceux-ci se retrouvent, donc des optométristes ou des dentistes ou des fournisseurs de santé qui se retrouvent sur la liste des fournisseurs, mais lorsque les gens se présentent, ils sont refusés. Comment s'assurer de la validité de la liste si celle-ci ne représente pas la réalité? Donc, on parle encore là, des problèmes techniques, des obstacles, disons, administratifs qui font de sorte que l'accès aux soins de santé est lourde. Est-ce qu'il y a un suivi administratif ou disons au niveau gouvernemental pour s'assurer de la validité des listes qui sont mises à la disposition des cliniques comme celle où travaille Mme Gaudreau? c'est une très bonne question. Je n'ai jamais trouvé. Il y a des processus pour s'inscrire auprès de Médavis Croix-Bleue qui gère le programme PFSI.
Mais je n'ai jamais trouvé de processus pour se désinscrire. Donc, une fois que le nom de la personne est sur la liste du PFSI, il semble demeurer sur la liste. Euh, Maintenant, quand une personne si la personne est inscrite au PFSI, techniquement, en principe, il ne devrait pas être permis de refuser ni d'exiger un paiement pour leurs services parce qu'ils sont sur la liste. Il faudrait peut-être, bon, d'une part, essayer de le signaler aux gens qu'eux autres fassent des démarches pour se désinscrire s'ils ne souhaitent plus donner de services. Mais encore là, je pense qu'il faudrait vraiment faire un travail de représentation auprès de Médavis Croix-Bleue et du gouvernement fédéral. Je pense qu'avec le nouveau gouvernement, il y a une ouverture, il y a un désir de faire en sorte que ce système-là fonctionne beaucoup mieux. Mais pour l'instant, effectivement, ça a l'air d'un détail, mais c'est un gros problème parce que c'est ça, on envoie les gens qui sont malades par définition et ils se cognent le nez à la porte d'une porte fermée, se font refuser, se font demander de l'argent. C'est vraiment pas adéquat. Mais c'est ça, je pense qu'il faut faire des représentations en termes d'amélioration des procédures. Alors, une question qui nous vient de Thierry Hurliman, je crois que je vois bien le nom de famille, oui. Alors, est-ce qu'il existe un phénomène de réfugiés de santé, soit des personnes qui immigrent pour trouver des soins qu'ils ne trouvent pas chez eux? Si tel est le cas, est-ce qu'un État pourrait aussi prendre en charge ce type de réfugiés? Donc, il y a certainement des gens, disons, c'est une problématique à laquelle se sont frottés notamment les, euh, les autorités de santé en Colombie-Britannique au moment des grandes vagues de migration de Hong Kong notamment. Mais là, on ne parlait absolument pas de réfugiés, on parlait de migrants qui venaient s'installer et dont on découvrait qu'essentiellement, ils vivaient l'essentiel de leur temps à Hong Kong ou dans d'autres régions de l'Asie et maintenaient le strict minimum de résidence dont ils avaient besoin pour garder le droit aux soins de santé. C'est une problématique qu'on voit avec nos fameux snowbirds ici. Donc, il y a, je crois, une sensibilité peut-être exagérée de la part des autorités au fait que les gens vont souvent choisir à immigrer pour des raisons liées davantage à la carte soleil ou aux autres instruments de ce type au Canada plutôt que de vouloir contribuer véritablement à la société canadienne. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on retrouve au niveau des réfugiés? Ça me semble peut-être moins légalement plausible comme catégorie de réfugiés de la santé. C'est-à-dire que la personne qui viendrait ici au Canada en demandant le statut de réfugié, en alléguant que c'est parce qu'elle n'arrive pas à avoir des soins dans son pays d'origine, par exemple, serait refusée. Tout simplement, je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de demander n'importe quoi, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau légal, il n'y a pas de fondement euh, pour demander le statut de réfugié sur cette base-là. Disons, la question plus vaste qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que est-ce que ce qu'on dit tourisme médical, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à profiter du système, qui se promènent d'un pays à l'autre? Bien évidemment, ça existe, mais c'est quand même relativement marginal si on compare, et c'est malheureusement utilisé contre les personnes qui vivent ici sans statut. Souvent, on les traite comme s'ils faisaient du tourisme médical, alors que ce sont des gens qui vivent ici. Bien, effectivement, ils n'ont pas un statut migratoire officiel, mais il reste qu'ils travaillent, ils payent des taxes de vente comme tout le monde, ils ont des enfants, bon, etc., etc. Et pourtant, on les traite comme s'ils étaient des touristes, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui ont des besoins de santé. Alors, une question qui nous vient de. Je vais peut-être, il nous reste quelques minutes, je vais peut-être quand même rebondir. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'une personne, c'est un cas de figure qui n'existe peut-être pas dans la réalité, disons une personne euh, qui serait sujette à de la discrimination en vertu soit de son ethnicité, de sa préférence sexuelle, et où cette discrimination affecterait son accès à des soins de santé nécessaires à sa survie dans son pays d'origine. Donc, est-ce que le critère serait de cette manière-là atteint, une personne qui risquerait en quelque sorte sa vie du fait de la discrimination qu'elle subit à l'intérieur de son pays en regard des soins de santé? Oui, ça, dans ce cas-là, ce serait effectivement possible, mais c'est un critère très, très exigeant, Oui. effectivement.
Alors, une question qui nous vient de Denise, non, de Hazar Haïdar. De façon générale, est-ce que les demandeurs d'asile, alors, ou les réfugiés, oui, sont bien informés de leur droit d'accès aux soins au Canada à travers le PFSI? Si ce n'est pas, d'abord, donc, est-ce que l'information est suffisante? Si ce n'est pas le cas, quels moyens devraient être entamés pour leur offrir les informations nécessaires et par qui? C'est-à-dire qu'ils vont recevoir de l'information de Immigration Canada au moment où ils arrivent et font leur demande de statut de réfugié. Au Québec, à Montréal plus particulièrement, il y a Praida qui offre un service d'accueil et de conseil aux demandeurs d'asile au sein du CIUS Centre-Ouest. Donc, mais c'est pas nécessairement tous les réfugiés qui s'y rendent, mais ou tous les demandeurs d'asile qui s'y rendent, mais c'est quand même un service d'information important. Il reste qu'il y a effectivement besoin de donner beaucoup plus d'informations, d'une part parce que même si la personne est informée à l'arrivée par Immigration Canada, vous imaginez qu'il y a plein d'autres choses à penser en même temps. Il reçoit énormément d'informations en même temps, donc ne le retient pas nécessairement. Mais en fait, le problème plus important, ce qu'on a constaté, c'est que si les gens se font dire, vous avez droit gratuitement à tous les services, tous les soins de santé avec votre papier PFSI, mais qu'en réalité, la personne se présente dans une clinique et se fait refuser ou se fait demander de l'argent, ce que les gens concluent, c'est, ah ben, ok, peut-être qu'une exception, j'avais pas compris, peut-être qu'on m'a dit ça, mais ça doit pas être vrai. Ah ben, donc, peu importe ce qu'on dit en théorie, si dans la réalité pratique, les gens sont refusés ou se font exiger de l'argent, ben, ils vont conclure que c'est ça la réalité et on comprend pourquoi. Une autre question vient d'apparaître, cette fois-ci de Mélanie Gaudreau. Question intéressante, donc, sur les problèmes linguistiques. En raison de barrières linguistiques et la nécessité souvent d'avoir recours de l'interprétariat pour se faire comprendre et pour qu'un médecin puisse, ou un professionnel de la santé puisse intervenir adéquatement, est-ce que ce sont des coûts qui sont couverts par le PFSI? Non, les frais d'interprète sont couverts uniquement pour les soins de psychiatrie ou pour la psychothérapie. Dans les autres cas, malheureusement, les frais d'interprète ne sont pas couverts par le PFSI. Bon, dans les établissements de santé publique, particulièrement dans les hôpitaux et dans les CLSC, donc, en principe, il y a un budget pour l'interprétariat. Bon, on sait qu'il y a toujours des pressions, dans certains cas, des institutions pour ne pas avoir recours aux interprètes pour des raisons financières, mais il y a des budgets et je pense que c'est important d'y avoir recours euh, quand, quand, quand c'est nécessaire pour bien comprendre les problèmes du demandeur d'asile ou du réfugié. Souvent, on va demander à un membre de la famille de faire la traduction, mais c'est pas toujours adéquat, surtout quand c'est des questions plus confidentielles. Ça dit beaucoup de problèmes. Alors, une question qui nous vient de Carlos Rojas. Alors, est-ce que le système serait préparé pour accueillir une vague de réfugiés provenant du Mexique? Comment peut-on se préparer pour les accueillir? J'imagine, j'interprète la question comme faisant référence à de récents événements qui se sont produits au sud de notre frontière. Il y a potentiellement des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont potentiellement affectées par, disons, au moins les politiques qui ont été annoncées par l'administration qui va se mettre en place à partir du 20. Je vais peut-être me permettre de rajouter quelque chose qui va dans le sens de la question de M. Rouras. Est-ce qu'il y aurait lieu, en vertu, disons, des politiques qui ont été annoncées par le nouveau gouvernement, de remettre en question le traité que nous avons avec les États-Unis sur le Safe Third Country Agreement, qui fait que, en principe, une personne ne peut pas demander le statut de réfugié au Canada si elle a mis les pieds aux États-Unis, les États-Unis étant considérés comme un endroit qui est sécuritaire pour les réfugiés. Quand on regarde la carte du monde, on voit qu'il est très difficile, notamment pour un réfugié mexicain, de se présenter au Canada sans avoir mis les pieds quelque part aux États-Unis, hein, à moins d'avoir fait vraiment un parcours très important. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Nous rapprochons de la fin de l'heure, là, mais il y a une nouvelle conjoncture.
qui va Oui, devoir être prise en considération. vaste question. Je ne pourrais pas en traiter en profondeur. Il reste que, bon, effectivement, comme vous venez de le dire, les Mexicains, notamment, peuvent difficilement se rendre au Canada, sauf par avion. Donc, déjà, ça demande un certain... Normalement, on ne parle pas de millions de gens qui vont arriver par avion, et avec tous les documents, avec les visas, etc., les passeports. Euh, En traversant les États-Unis, effectivement, ils risquent de se faire retourner à la frontière, et même pas juste risque, c'est ça, effectivement, l'état du droit actuel. Est-ce qu'il y aurait des changements? On verra, mais ça m'étonnerait que le gouvernement canadien voit ça comme étant dans son intérêt de renégocier ce traité-là. Donc, euh, mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas. Il va y avoir des changements. Je ne pense pas qu'on va avoir des vagues immenses de Mexicains qui vont déferler, entre guillemets. Et je pense qu'il faut surtout se garder de cette image qu'on a trop souvent des réfugiés comme une espèce de menace et de masse qui va arriver. S'il y a des gens qui ont besoin de protection, ben, tant mieux. Enfin, on va essayer de les accueillir. Mais je pense que l'important, c'est de se donner les moyens d'accueillir les gens correctement ici, dans la mesure du possible. Nous arrivons à la fin de l'heure. Je vais peut-être tout simplement me permettre d'abord de remercier énormément Janet de son exposé extrêmement complet et présentant bon, des problématiques et des problèmes liés à notre système actuel qui sont déjà très inquiétants et qui appellent des changements. Bon, nous sommes face à une multiplicité de conjonctures qui vont faire que ces problèmes risquent de devenir encore plus accentués. On parlait tout à l'heure de la problématique qui, je crois, sera dans la prochaine génération la problématique de réfugiés auxquels on feront face les pays comme le Canada qui accueillent des réfugiés, qui en plus d'accueillir des réfugiés de sociétés où règne la violence, les guerres civiles, etc., liées tout simplement au fait que certaines régions du monde deviendront inhabitables, en partie en fonction de notre propre activité. Et donc, nous avons une responsabilité face aux gens dont nous avons contribué à rendre les lieux d'habitation inhabitables. Bon, évidemment, plane il y a un vent, disons, autour du monde. On a évoqué l'élection d'un nouveau gouvernement aux États-Unis, des gouvernements européens, des événements politiques comme le Brexit, qui étaient entre autres des événements, disons, de sécurisation, entre guillemets, des frontières. Donc, je crois que le fait d'avoir ce genre d'événement dans lequel nous rappelons en quelque sorte que les réfugiés sont des êtres humains qui ont des besoins, ne sont pas des gens qui viennent pour exploiter des systèmes de santé, sont des gens qui sont accueillis et qui ne se déplacent qu'in extremis parce que aucun autre choix ne leur a été donné par des circonstances qu'elles soient naturelles ou politiques, dont nous sommes en partie responsables d'avoir causé. Donc, je pense qu'il est important pour nos regroupements, de continuer à insister sur les responsabilités morales, politiques, juridiques que nous avons à l'endroit des réfugiés en matière de santé et ailleurs. Donc, pour terminer, bon, je tiens à remercier encore une fois chaleureusement notre conférencière, Janet Cleveland. Je voudrais également remercier Gabriela Krantz et Denise Koubalioutakis pour l'organisation de ce webinaire et je vous remercie tous d'avoir participé à la conférence et tenez-vous au courant d'autres événements de ce type que nous pourrions avoir dans un avenir rapproché. Merci à tout le monde.